Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, à l'instar des tables rondes digitales que nous organisons régulièrement, cet entretien s'inscrit dans ce que nous avons appelé les entretiens de tech éthique, qui ont pour vocation à sensibiliser le marché et les acteurs institutionnels sur l'importance d'avoir un numérique français fort et souverain, de façon à garantir une certaine indépendance et souveraineté à la France au sein de l'Europe, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Garnier, cofondateur et CEO de Jamespot et personnage quasiment public du numérique français. Donc bonjour Alain. Est-ce que tu peux Bonjour te... Thierry, comment ça va? Ouais, super bien, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter à titre personnel dans un premier temps? Oui, bah donc effectivement, Alain Garnier, donc je suis le dirigeant cofondateur de Genspot. Moi, j'ai passé toute ma vie dans le numérique. J'ai fait que des logiciels et donc ce qu'on appelle le digital, mais dans le numérique depuis justement qu'on est passé dans le cloud. Et je dirige aujourd'hui Genspot, mais j'ai également, effectivement, comme tu l'as rappelé, d'un point de vue public, pas mal de prises de position, voire de responsabilités. Par exemple, je suis copilote aujourd'hui sur le comité stratégique de filière des outils collaboratifs de confiance, hein, placé sous l'égide de Michel Paulin du comité stratégique de filière, qui réunit tous les industriels du numérique pour construire la feuille de route de la France pour les 3 prochaines années. Ouais, gros sujet Gros sujet. et vraiment, ouais, vraiment bravo à toi de prendre le lead là-dessus, c'est vraiment top. Alors, est-ce que tu peux présenter Jamespot et puis votre positionnement et votre ambition sur le marché? Parce qu'effectivement, vous êtes ambitieux et c'est pas les dernières nouvelles récentes dont tu parleras peut-être qui Ouais, vont la démentir, cette on fait ambition. ça, non, tout à fait. Alors, Jamespot, déjà pour dire, effectivement, on est leader aujourd'hui des solutions collaboratives dans le cloud en France. Hein, on a plus de 400 000 utilisateurs et plus de 300 clients. Solutions numériques, et qui répond à un problème. Alors, du coup, ce matin, j'ai vu au docteur, hein, vu qu'on a parlé de la revalorisation un peu des feuilles de soins. Je dirais que nous, on répond aux troubles du système digital moderne. Parce qu'en fait, les organisations ont des troubles du système digital. Donc, on a des problématiques, alors c'est pas toujours très sympa de le dire, mais oui, de constipation digitale, hein. Il faut mieux faire circuler l'information qui est bloquée dans les mails, dans des vieux drives, dans des trucs un peu tristes. On a des maux de tête aussi digitaux pour tout ce qui est onboarding, comment les gens arrivent, où sont les infos, quels outils j'utilise, enfin, des problématiques qui créent des maux de tête aux gens, quoi, qui leur prennent la tête. Et puis, on a aussi un peu de dépression digitale, il faut le dire, donc de perte de lien et culture d'entreprise. Parce qu'en fait, les gens sont perdus justement face à leur suite bureautique comme ça chez eux, et ça, c'est un peu triste. Donc, nous, on soigne tout ça en apportant une solution complète qui permet justement, tout simplement, d'être capable de répondre à ces problématiques-là, de donner à chaque employé la capacité de réussir le collectif. Parce que nous, c'est vraiment ça. On pense que, justement, c'est pas le fait de réussir ses tâches à soi, parce que ça, voilà, on dépile du mail, on dépile du Slack, on dépile des trucs, on fait des visios. C'est vraiment cette question de réussir le collectif qui nous met justement en position de reprendre du plaisir, du why, etc. Donc ça, c'est notre positionnement sur le marché. Et on a effectivement une position qui est soit de venir compléter les suites existantes, hein, et de les renforcer, en général les gens qui sont multi-équipés, etc., soit au contraire de carrément remplacer certaines suites bureautiques bien connues. Donc effectivement, on a une grande ambition. On est leader en France, on veut devenir leader en Europe, on a une très forte croissance. Je pense qu'on a une capacité technique qui est peut-être la plus solide en cloud, en SaaS en France, parce qu'on est capable de tenir des déploiements de plusieurs centaines de milliers de déploiements, et ça en stack souveraine, hein, ça en fait appel aux GAFAM, hein, Mhm. qui est souvent un peu Ouais. le problème qu'on a. Hein, on veut scaler, on est obligé de passer chez les GAFAM. Chez nous, il n'y a pas besoin. On gère, par exemple, 100 000 utilisateurs avec la CNAM. Donc oui, grosse ambition, et on vise, nous, à horizon 2026, d'atteindre 10 millions d'utilisateurs pour Genspot. Donc, ce serait un beau challenge. On en a déjà, donc un peu moins de 500 000 aujourd'hui. Super. J'adore l'analogie médicale, elle est super, hein, avec les Je l'ai congélateurs. réservée. Ah oui, hein, bravo. Alors là, franchement, dépression, embolisation, tu aurais pu utiliser ce mot aussi. Ah, mais nous, en fait, on traite beaucoup de maladies, parce qu'en fait, il y a beaucoup de petites maladies qui se cumulent et qui, d'ailleurs, une maladie crée une autre. On sait bien que c'est pareil, hein, les fameuses Absolument. comorbidités, c'est exactement ça. Et Exactement. dans le digital, c'est pareil. Toi, tu mets en place un mauvais intranet, et ben, tu as tout d'un coup une perte mémorielle et les gens deviennent Alzheimer. Voilà, par C'est ça, exemple. c'est ça.
Exactement, exactement. Donc, en quoi est-ce que votre offre est différente de celle des concurrents ou quels en sont les différenciateurs clés et potentiellement éthiques que vous Alors, considérez on intéressants? parlera d'éthique après, est-ce que tu sais, et on est avec toi, et tu sais combien c'est important pour nous. Mais déjà, qu'est-ce qui nous différencie? Bah, Genspot, en fait, est une plateforme d'abord 100% modulaire, c'est-à-dire qu'on s'adapte au contexte effectivement de nos clients et non pas l'inverse. C'est pas eux qui vont dans une solution standard. Ça, c'est un point 1. Ça élimine déjà la moitié des concurrents, hein. Et Mhm. deux, pour faire évoluer la plateforme pour qu'elle s'adapte à ton contexte, au contexte de l'organisation, et répondre à ces maladies et pas les maladies des autres, et ben, en fait, nous, tout ça, on le fait en no-code, hein, c'est-à-dire qu'on donne en fait des super pouvoirs au métier, hein, c'est ça le truc, pour qu'ils puissent s'adapter leur système à leur organisation, à leur maturité digitale aussi, à leur objectif de l'année, parce que 2023, l'objectif, pas forcément le même que 2022, mettre l'accent sur les clients, sur l'interne, sur justement l'onboarding, phase de croissance ou au contraire des phases de structuration. Bon. Et tout ça, nous, ça permet de donner au métier ces super pouvoirs pour agir de manière locale et globale et donc, encore une fois, faire réussir ce collectif. Ça, c'est ce qui nous différencie. Parce que souvent, on est pris dans un piège qui est de dire, bah, soit en fait, je prends un truc standard et je le garde tel quel. Bon, sauf que du coup, je n'ai pas d'identité, je n'ai pas de culture. Et deux, ah oui, je peux faire des modifications, mais il faut que je fasse du dev. Ah, mais ça, c'est risqué, ça coûte cher. Et puis, du coup, il faut passer par la fameuse intermédiation. Je passe à des techies à qui j'explique. Je ne sais pas si tu connais ce schéma de balançoire, tu sais, où tu as un ingénieur, un client, et à la fin, tu vois, Très voilà, bien, tout le monde l'a en tête. J'invite à le regarder. très bien. Il a plus de 30 ans, ce truc, mais il est tellement vrai. C'est le Ouais. téléphone arabe. Quand on commence à alors, quand on a plusieurs personnes dans l'organisation, bah forcément, le résultat à la fin n'est pas le même que ce qu'on a imaginé au début. Nous, ce qu'on Mhm. amène pour les métiers, c'est ces fameux super pouvoirs pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Je dirais qu'on est, pour les outils de la Digital Workplace, ce qu'a été la bureautique dans les années 90, quoi. C'est-à-dire que tout d'un D'accord. coup, on a arrêté de dire il te faut une secrétaire pour taper tes textes quand tu étais manager et tu les tapes tout seul, quoi. Alors, au début, on se dit ah oui, mais ça me fait un peu plus de travail. Oui, mais en fait, tu es tellement libre, tu es tellement puissant que du coup, en fait, tout le monde aujourd'hui trouve que c'est mieux. Et versus justement ce fonctionnement. Donc, il y a la même chose, sauf que là, c'est métier IT. Tu vois, et ça, c'est quelque chose de très différent. Mhm. Et Ok. puis, ta question d'éthique, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Nous, si tu veux, sur l'éthique, c'est d'abord l'éthique de responsabilité vis-à-vis des clients. Donc, pas de loi extraterritoriale, Mhm. pas de locking, pas de frais de sortie, pas d'ingress fee, c'est-à-dire que les gens qui prennent des données de chez Genspot et qui les sortent, c'est pas payant. On est vraiment en réversibilité. Donc, ça, c'est un premier point, c'est vraiment ce respect du client. Et deux, éco-responsabilité. Nous, depuis le début, on vise justement à être le plus éco-responsable. Par exemple, tu vois, on ne stocke pas systématiquement les visios en vidéo parce que ça fait des tonnes de stockage qui coûtent très cher et pour la planète surtout. Euh, on amène justement les gens à avoir des pratiques plutôt responsables en passant par la collaboration plutôt que par le mail, qui est quelque chose qui est peut-être la pire en termes de stockage, en termes d'éco-responsabilité. On travaille avec nos clients justement pour mettre en place dans Gemspot des pratiques vertueuses, donc, parce qu'il faut les embarquer, il faut les apprendre aussi à se déshabituer, à avoir tout illimité, etc. Et au contraire, travailler sur ces éléments-là. Donc, on a été les premiers. En 2015, on a fait notre bilan carbone, on l'a publié à l'ADEME. Vous pouvez taper, il y a une base de données à l'ADEME, Ouais. Gemspot, 2015. Voilà. Ça paraît aujourd'hui très loin. Bah, voilà, nous, à l'époque, on était déjà sur ces questions-là. Et d'ailleurs, on a réduit notre empreinte carbone en tant que telle, alors qu'on a eu de la croissance. Enfin, on est vraiment, nous, on vérifie qu'on diminue notre empreinte carbone par utilisateur. D'accord. Et ce qu'on sait aussi, c'est que par rapport à des solutions bureautiques qu'on connaît bien, on est vraiment moins 10 ans de D'accord. manière, mais c'est un facteur 10, hein. Donc, résultat des courses, Oui, quand même. voilà. Mais D'accord. oui, donc ça veut dire que sur cette partie-là, on invite aussi les clients qui veulent aller sur une voie vertueuse de venir vers des solutions comme nous, Mhm. ou des solutions qui alors, peuvent être flatteuses, peuvent avoir plus de puissance. Par exemple, oui, tu peux avoir de la vision en HD, ah, super, vraiment pour une réunion, est-ce qu'on a besoin de la visio en HD? Moi, je dis non. Voilà, je dis non. Voilà. Alors, c'est là, c'est une position. Nous, on a mis, par exemple, des visios qui sont plutôt calibrées qualité moyenne. Mhm. Parce qu'il ne faut pas flatter non plus en permanence sur le côté dépenses inutiles. Voilà, donc ça, c'est ce Exactement. qu'on essaye d'amener.
en trouvant un intermédiaire entre une bonne qualité et d'un autre côté, de ne pas être dispendieux et de gaspiller, quoi, du gâchis, parce que c'est quand même l'avenir de la planète dont il s'agit. C'est clair, c'est clair. Du coup, est-ce que tu aurais un cas d'usage ou une utilisation optimisée de votre solution qu'un client en a fait et qui est peut-être particulièrement révélateur ou représentatif de ce que vous faites et de votre ambition? Ouais, on en a plein de clients De 300 différents, ouais, je sais, très, hein. très différents. Moi, par exemple, tu vois, celui qui me vient en tête, parce qu'en plus, là, on a eu des échanges, c'est par exemple Saint-Maclou, parce qu'il est connu par tout le monde. Mhm. Donc, on voit bien, Saint-Maclou, c'est effectivement, donc c'est bien au-delà d'ailleurs aujourd'hui des tapis, hein, bien au-delà de la moquette. Aujourd'hui, Saint-Maclou, il vend énormément de choses, d'ailleurs, de très bonne qualité. Il travaille d'ailleurs cette question d'éco-responsabilité. Et donc, il a une gestion multisite. Et il avait aussi plein d'outils, parce qu'il y a plein d'outils pour des outils de commande, parce que justement, commander chez les fournisseurs, c'est ici, etc. Donc, c'est comment on reconstruit une digital workplace et puis un système de collaboration pour embarquer aussi ce qu'on appelle les frontline workers, hein, Ouais. vers le mobile, passer les infos clés et avec un ROI, en gros, qui fait gagner effectivement des milliers de jours de performance en alignant en fait les équipes. Parce que ce D'accord. soit le déploiement d'une nouvelle, par exemple, collection, ou l'accès le fait de dire, en gros, c'est bête, hein, mais si vous prenez tous les frontline workers qui bougent, en plus, parce que c'est des personnels qui bougent beaucoup, leur redonner pendant 1 heure, expliquer, alors tu vois, le fournisseur, il est ici, machin. Si ça, c'est pris en compte par Genspot, parce qu'effectivement, on fournit ça comme étant une façon de rentrer dans le système. Donc, encore une fois, on ne rentre pas par un ensemble de produits à plat, on rentre par la logique métier. Hein, c'est ça notre force. D'accord. Et donc, à partir de là, bah, celui qui arrive, il est nouveau. Alors, fournisseur machin, ah ben, il est là, plouc, il arrive sur l'outil pour la commande. Bon, ben, ça, vous avez fait gagner 1 demi-heure, un quart d'heure, 5 minutes. Mais 5 minutes face à un client, c'est peut-être un client gagné. Parce qu'un client, Mhm. même plus 5 minutes qu'on passe la commande. Vous voyez? Donc, C'est ça. voilà. Donc, c'est vraiment ça en termes de performance qui change tout. Et donc, on travaille très bien avec ce compte qui est en plus vraiment déployé dans toute la France. Vraiment une très, très, très belle enseigne. Ah, c'est une belle référence que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je l'avais pas vu passer celle-ci. Bah, tu sais, Super. on embarque entre 5 et Oui, 20 vraiment en ouais, ce moment. Donc, effectivement, il y a une. ouais, ouais. Bah, écoute, c'est bien, c'est top. Euh, du coup, tu œuvres beaucoup. On en a parlé en introduction, hein. Tu es très visible dans les médias, etc., notamment par rapport à la défense de l'hébergement souverain et tu œuvres aussi pour la promotion de lobbying de l'écosystème numérique français. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est particulièrement important pour toi et pour les gens qui t'entourent? Oui. Alors, souvent sur ce point-là, je suis très global et généraliste, puis après, je viens dans le particulier, mais je vais faire l'inverse aujourd'hui, tu vois. Du coup, Mhm. je vais commencer déjà, tiens, par parler pour nos clients. Pourquoi c'est important pour nos clients? Mhm. Bah, nos clients, déjà, pour certains, ils échappent grâce à ça aux lois extraterritoriales. Il ne faut pas Ouais. oublier que ça, c'est un risque juridique majeur. Pour ceux je vous invite à lire le livre d'Alstom. Et ça, c'est celui qui a parlé une fois qu'il a été en prison. Tous ceux qui ont eu des pressions, par exemple, à cause de ça, et des pressions parce que justement, ils ont été mis en responsabilité par les États-Unis, je peux vous dire qu'ils savent très bien de quoi je parle. La deuxième chose, c'est plus de résilience pour nos clients. Ben, par exemple, nous, on a BNP qui, à un moment donné, a eu un problème avec un grand GAFAM. Ça ne marchait plus une journée complète. Et ce qui est Mhm. drôle, c'est que comme on dit toujours ça marche tout le temps. Ben, ce n'est pas vrai. 99,9%, c'est beaucoup, mais quand ça ne marche pas, vous avez une journée de panne. C'est toute votre organisation, si vous avez mis, entre guillemets, tous votre œufs dans le même panier, qui fait qu'il ne marche plus. Donc, eux, par exemple, ils sont venus chez nous pour ça, et ben, bien leur a appris, parce qu'à nouveau, 3, 4 mois plus tard, il y a eu encore un arrêt de 4 heures. Et comment m'écoute bien, c'est que moi, je ne reproche jamais à un GAFAM ou à un autre hein, d'avoir une panne, parce que c'est des systèmes. Voilà, simplement, Ah, on peut par contre ça dire arrive. nos Mhm. clients cherchent de la résilience sur des outils aujourd'hui qui sont essentiels. Le troisième point, c'est aussi une question de négociation pour nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'ils choisissent Genspot, ils peuvent dire, en particulier à Microsoft, là, qui a une politique vraiment tarifaire plus qu'agressive, bah écoute, là, tu m'augmentes ça, bah moi, j'enlève tant d'utilisateurs, je bascule chez Genspot. Mhm. Alors, Microsoft, en général, n'aime pas trop, ça tend les relations, mais sauf que c'est une façon d'avoir tout simplement un levier. Sinon, on a zéro levier et on se fait tondre comme un mouton. Voilà. Donc ça, c'est Ouais. pour nos clients. Et puis, je rajouterais quand même que nos clients, du coup, il y a aussi le fait que, bah, ils ont, si je prends deux trucs sur lesquels, là, je ne dis pas que c'est indiscutable, mais c'est très clair, intranet, donc SharePoint, Yammer,
sur ces deux briques-là, on est largement meilleur que Microsoft. D'accord. Il n'y a pas photo. Tu prends un SharePoint, tu prends un fast intranet, ce que tu peux faire avec un fast intranet, c'est dingue. Les gens de la com interne ou un manager un peu éclairé, mais c'est le jour et la nuit, quoi. D'un côté, son organisation elle va paraître magnifique, dans l'autre cas, c'est juste un truc technique, c'est un espace de partage, quoi. Et un peu triste. Ouais. Mhm. Puis après, il y a pour l'écosystème. Et tu sais, justement, je me bats au-delà de Genspot souvent. Tu vois, là, le comité stratégique de filière, quand j'ai lancé pour les Fabaid, quand on a lancé Play France ensemble, d'ailleurs, tu sais, étais très actif là-dessus. Tout ça, c'était plutôt au-delà. Parce que tu vois, sur Play France, par exemple, moi, j'ai obtenu zéro truc concernant Genspot. C'était beaucoup des questions autour, par exemple, du Health Data Hub, des données de santé. Ouais. Nous, c'est pas notre. On vend, nous, à des gens de la santé, mais pas du tout les données de santé. Donc, là, c'était en dehors de mon scope, on va dire, d'intérêt capitalistique, on va dire, pour dire les choses très directement, tu vois. Bon. Mais parce que pour l'écosystème, c'est essentiellement pour l'Europe et pour la France pour garantir notre autonomie stratégique. On a besoin d'avoir une Europe forte. Moi, j'ai des chiffres quand même. Le PIB européen chute depuis les années 90. On décroche par rapport aux Américains. Mais d'où ça vient? Mais ça vient de la technologie. Les boîtes les plus importantes chez eux, c'est les boîtes techno. Il ne faut pas chercher plus loin. Il y a la question de l'énergie, mais sur lequel on a des moyens de patcher, on le voit aujourd'hui. Mais par contre, il y a la question du numérique. Et là, on ne patche pas assez. 80%, enfin, chiffre donné par Michel Paulin, encore une fois, plus de 80% des achats aujourd'hui numériques en France sont américains. C'est une ultra-dépendance. Ultra-dépendance. Quand on est dépendant de 30% du gaz, on ne se sent pas bien. 80% là. Bon, donc c'est une question d'augmentation du PIB, ça c'est le côté très pragmatique, parce que je sais que les gens sont plus sensibles à ça. Et puis moi, au fond du fond, hein, c'est-à-dire si tu me mets vraiment en psychanalyse complète, moi, le point, c'est l'action de la diversité. C'est-à-dire que je pense qu'on va dans un monde violent et négatif quand il est monopolistique, qu'il n'y a pas de diversité. C'est même pas une question de concurrence, c'est une question de diversité comme la diversité écologique. Et que ces monopoles-là nous créent ça. Et résultat des courses, on comprend qu'effectivement, il y a plus de violence, il y a plus il y a moins j'ai envie de dire, ce plaisir d'être des humains et d'être différents. Voilà. Donc moi, c'est ce combat-là, au fond du fond, pour lequel je me bats. Je le dis souvent, moi, il y aurait 25%, prenons dans le numérique, 25% d'achats français, 25% d'achats européens, 25% d'achats américains et 25% au rest of the world, qui est à peu près notre schéma culturel, tu vois, pour parler de la France, mais tu ne m'entendrais plus parler de souveraineté. Bien sûr. Moi, je n'ai pas besoin qu'on achète du franchouillard, du sol au plafond. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on a comme situation. On a 80% d'Américains, 20% qui restent pour le reste de the world, la moitié, c'est sans doute rest of the world, la moitié pour l'Europe, il ne reste même pas 7 à 10% pour la France. Donc moi, mon combat, si tu vois, c'est rééquilibrer ça. Et d'ailleurs, c'est un combat pour équilibrer la France et l'Europe. Pas la France au détriment de l'Europe ou je ne sais quoi. Donc voilà Ouais. Et moi, je rajouterais juste un point par rapport à ce que tu dis, parce que je suis d'accord avec ça. Cette absence de diversité, ça sclérose, pour reprendre un terme encore médical, ça sclérose également notre créativité, parce qu'on est complètement. très Alors, créatif également, complètement. et on est moins contraint. Ouais. Juste te prendre un exemple qu'on connaît bien, et c'est marrant parce qu'il paraît tellement évident que du coup, tu prends la musique et le cinéma. À un moment donné, on aurait pu avoir plus que de la musique américaine et des films de super-héros. Bon. On a mis des quotas. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh mon Dieu, les quotas !» Aujourd'hui, on a des chanteurs magnifiques et on a des films qui, justement, continuent à construire notre culture commune. Absolument. Parce que la culture, moi j'étais, tu vois, la culture, c'est aussi proposer quelque chose de différent. Et moi, quand je vois, par exemple, la jeune scène française de chanteurs, mais vraiment, on a une trajectoire française incroyable. Parce qu'ils chantent en français, ils chantent autrement qu'en anglais. Et pour autant, moi, j'écoute aussi du gros rap américain, j'adore. La question, elle n'est pas d'opposer les deux, elle est de faire qu'il n'en ait plus qu'un. Ça, c'est par contre la grande... voilà, moi, c'est mon côté... c'est même pas marxiste, mais c'est la grande, pour moi, faiblesse du capitalisme, qui amène à ce qu'on soit toujours en combat
et qu'à la fin, il n'y en ait qu'un seul, le C'est monopole. ça. Ça, c'est la grande faiblesse centrale. Justement, on parle de centralisme démocratique en rigolant, en parlant des soviétiques. Le centralisme capitalistique est aussi un problème. C'est ça. Et d'ailleurs, on le voit à chaque fois, ça produit les mêmes problèmes. Voilà. Donc moi, c'est ça mon combat de fond, c'est un combat de diversité. C'est ça. Et les complémentarités qui font notre richesse, notre Bien sûr. richesse Et le plaisir collective. comme pour la gastronomie. Mais moi, je préfère Absolument. ça, mais j'ai envie de ça. Et puis d'avoir une trajectoire différente. Et pas l'idée que, bah, écoute, on va bouffer le même truc parce que, en gros, c'est par exemple, aujourd'hui, on va rester sur le schéma des maladies. Microsoft nous dit, bah, écoutez, vous avez le plat unique, idéal, avec suffisamment de protéines, de tout ça, et tout ça est dans mon package. Vous voulez vraiment bouffer la même chose tous les jours, toute votre vie? Mais quand on dit ça, les gens disent bah non, bah, vous faites ça dans le numérique. Donc, il y a quelque chose de ce combat-là qui est effectivement vraiment très enraciné dans notre culture. Moi qui suis d'ailleurs un épicurien et qui aime les vins par exemple, dans leur diversité, bah, c'est le contraire du coca qui est toujours le même. Voilà, c'est tout. Et il y a 4 versions de coca avec du sucre, sans sucre, avec de caféine, sans caféine. Basta. Et donc, voilà, c'est vraiment là-dessus. Il y a voilà, c'est ça, D'accord. en tout cas, je pense que tu as mis le doigt sur le sujet. Ouais, non, mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant d'échanger. Et effectivement, tout ça se met dans une sorte de perspective globale qui est importante à repréciser et recadrer parce que le numérique entraîne et induit tellement de comportements, tellement d'évolutions, pas toujours pour le meilleur dans nos vies, c'est important de resituer ça dans un contexte un petit peu global. Alors pour terminer, revenir un petit peu sur les solutions collaboratives, comment est-ce que tu vois rapidement l'évolution de ce marché à horizon, je sais pas, 3 à 5 ans et la dernière question c'est, ok, si une société veut changer de plateforme numérique, veut faire évoluer effectivement la façon dont ils collaborent en interne et en externe, qu'est-ce que tu leur dirais pour vraiment faire en sorte qu'ils vous appellent ou qu'ils te contactent pour avancer, pour éventuellement étudier un projet avec toi. Alors, vaste sujet. Le turfu, le présent. Alors, sur le turfu, je Ouais, dirais c'est que ça. ce que je vois arriver, moi, sur les outils collaboratifs, c'est déjà beaucoup plus d'interopérabilité, en particulier avec les outils métiers. Ça, c'est une vraie tendance. Je vois effectivement arriver les deux gros, évidemment, ruptures technologiques qui sont l'IA d'un côté. On voit bien tout ce que ChatGPT nous amène, l'idée des IA génératives dans la collaboration, en gardant ce respect aussi des humains, parce que c'est quand même la collaboration, la communication, c'est d'abord des humains qui font la force justement de cette créativité. Donc là, il y a un vrai sujet, comment on arrive à bien articuler ça. Puis le deuxième, qui est plutôt la partie métavers, même si c'est pris un grand coup là, justement, parce qu'en fait, on est revenu dans une réalité. Par exemple, pour les bureaux virtuels, moi, je suis un grand... je pense que c'est un des éléments clés de la façon dont on va travailler demain dans le travail hybride. Donc, le métavers avec les bureaux virtuels, mais encore une fois, sans doute pas dans les formes qu'avait imaginé tonton Zuckerberg, qui de toute façon nous a emmenés dans le mur. Donc, ça c'est les points. Et tout ça avec une cybersécurité accrue. Parce que, clairement, il y a les peurs autour de ça. Donc, ça, je dirais que c'est les points fonctionnels de cette évolution de marché, les points d'usage ou voilà, ou techno, on va dire. Et puis après, ce que je vois surtout, effectivement, c'est bien ce travail sur la diversité. On voit que la diversité est en train quand même de reprendre du terrain par rapport à ça. Sans doute aussi, justement, de la consolidation sur les acteurs de la collaboration, parce qu'effectivement, en Europe, on a une myriade d'acteurs de taille intermédiaire qui sont sans doute amenés à avoir justement à se coaliser, à travailler ensemble. Et par exemple, tu vois, là, dans l'actualité, nous, tu sais, on a gagné un projet qui s'appelle CollabNext, parce que l'État a financé, en fait, il a 3 plateformes aujourd'hui, concurrentes, ou compétiteurs, on va dire ça comme ça, assez différentes. Donc, il finance justement de la recherche et développement et de la mise sur le marché. Et donc, il y a 3 acteurs qui ont gagné. Il y a donc Wimi, Interstice et Genspot. Et nous, on embarque une dizaine d'acteurs, Walix, Clever Cloud, Outscale, Global, l'ENS Paris-Saclay, Datakin pour justement mettre de l'IA. Enfin, on a tout un écosystème, XWiki, il ne faut pas que je les oublie. Alors, vu qu'on est 10, je vais en oublier un ou deux, ils vont me fâcher. Et donc, pour justement fournir une alternative à ces suites bureautiques, mais en apportant toute la dimension que j'ai dit, en restant dans le métier, en restant dans notre culture, en restant souverain, etc.
Et donc voilà, il y a vraiment aussi un passage à l'échelle du marché. Ce Ouais. que, que dire pour quelqu'un aujourd'hui qui se pose des questions? Déjà, il a bien raison parce qu'il ne faut pas rester malade. Il se trouve qu'il n'y a pas de fatalité à rester malade avec une fuite bureautique. Et les gens disent, ah, j'ai de la Zoom fatigue, j'ai de la Team fatigue, j'en peux plus de Teams, tout est perdu. Ah, les gens ne trouvent rien dans mon intranet. Il y a des solutions. Il faut aller voir le docteur. Et la bonne nouvelle, c'est que le docteur, il peut agir très vite. Donc, moi, je crois beaucoup aussi au fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent toucher du doigt les solutions. Ce n'est pas Mm. la virtualité. Vraiment. Et aujourd'hui, vous allez sur Genspot, vous lancez un test en 3 minutes. En 3 minutes, vous avez votre plateforme qui arrive et sur laquelle vous pouvez commencer même à jouer avec les gros Lego. Voilà. Donc c'est assez impressionnant, on l'a tout de suite. Donc, faut toucher du doigt, voilà. Parce que nous, on est sans doute aujourd'hui Genspot l'outil le plus simple et le plus complet des marchés de Digital Workplace, encore une fois pour la raison que j'ai expliqué, pour justement régler ces problèmes qu'on a avec un 365 avec lequel on est un peu malade, quoi. Il ne faut pas attendre que son DSI donne l'autorisation. Justement, il faut justement s'auto-médiquer. Et ça, je dis ça à tous les managers et surtout aux DG, le plus vite possible. Ne laissez pas votre organisation se plaindre de cette suite-là. Je veux dire, il faut justement aller de l'avant. Et comme ça se teste en 5 minutes, vous allez voir en 5 minutes la valeur que ça peut apporter. Et nous, en fait, il faut dire les choses, hein. Les gens qui rencontrent Genspot, souvent, se disent « Ah là là, mais c'est dommage que je ne l'ai pas su avant. » Voilà. Alors là, on retrouve le fait qu'effectivement, il y a une problématique d'accès au marché. Et notre accélération fait qu'il y a plus de gens qui nous connaissent et qui fait qu'il y a plus en plus de bouche à oreille. Ça, c'est l'accélération de notre modèle. Ouais. Testez-le. Ok, ok. Bon, bah écoute Alain, un grand merci pour ce temps passé en notre compagnie. Je pense que ça devrait inspirer beaucoup non seulement beaucoup d'entrepreneurs du numérique, mais d'acteurs, de managers en entreprise, de vraiment investiguer la possibilité d'acquérir des solutions numériques françaises. C'est vraiment là-dessus que je veux conclure cette vidéo. N'oubliez pas de passer à l'acte et vraiment de regarder, de creuser un petit peu la possibilité voilà, de changer un petit peu votre vision sur le numérique français et européen. Évidemment, il ne s'agit pas de tourner complètement le dos aux solutions numériques anglo-saxonnes, hein, qui peuvent être bien, mais comme tu l'évoquais, effectivement, on va essayer de pas lâcher. Je pense qu'on on a vraiment tous à y gagner. Et puis en plus, n'oubliez pas vos achats, les investissements que vous faites dans le numérique financent les entreprises, et c'est plus efficace que d'avoir des aides, etc., qui sont d'ailleurs souvent décriées par beaucoup. On va pas revenir sur le sujet, pas rentrer dans des échanges politiques, mais en tout cas, c'est important. Donc, vos investissements créent des emplois, créent effectivement une dynamique générale au sein de l'économie française au sens large, donc c'est important. Voilà, bonne fin de journée à toutes et à tous, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation.